Bonsoir à tous et bienvenue dans cette conférence digitale du Club de gouvernance IBN France. Euh, je me présente brièvement. On est un nouveau club de l'association qui est dédié à promouvoir de meilleures pratiques de gouvernance en France. Et je suis également présidente du club et ambassadrice du réseau international d'administrateurs certifiés de INSEAD, qui est un réseau d'à peu près 1800 administrateurs mondialement placés. Et je sers aussi un mandat en tant qu'administratrice auprès du Fonds souverain grec en tant que présidente de son comité de nomination. Je souhaite profiter de cette chance pour aussi remercier le INSEAD Corporate Governance Center pour son soutien et faire deux points logistiques. Avant d'introduire le sujet et nos panélistes de ce soir, je vous rappelle que la séance sera enregistrée. Vous êtes nombreux, donc on ne peut pas poser des questions en direct. S'il vous plaît, soumettez-les au chat. Et puis on terminera pile à 19 h avec la séance formelle de notre conférence de ce soir, mais on restera entre membres une petite demi-heure pour ceux qui le souhaitent pour échanger et faire un peu de virtual networking. Donc, pour ce soir, on est convoqué autour du thème de l'impact et la compétitivité. Sont-ils deux concepts antinomiques dans la gestion de l'entreprise ou plutôt complémentaires? Les sujets de l'impact et la gestion de ESGs, c'est un sujet qui est au cœur des agendas des conseils des administrations et pas qu'en France. Et notre communauté d'administrateurs réunis ce soir, mais partout dans les réseaux des IBN, soit-ils exécutifs ou non exécutifs, s'interroge sur les meilleures pratiques et les outils disponibles pour pouvoir implémenter une stratégie ESG qui est vraiment axée sur l'opérationnel et une stratégie d'impact au cœur de la stratégie du business. Pour pouvoir faire un débat sur ce thème très stratégique pour les entreprises, on a un très illustre panel ce soir et on a l'honneur d'accueillir depuis ce bureau à Bercy à Madame Olivia Grégoire, secrétaire d'État de l'économie sociale, solidaire et responsable. C'est un énorme honneur de vous accueillir au nom de tous la communauté des anciens. On vous remercie d'être là ce soir. Et Madame la ministre a un planning très, très chargé. Et donc, elle prendra la parole pendant une vingtaine de minutes. On aura peut-être les temps dans ces 20 minutes de poser aussi des questions. Après, on va accueillir Monsieur Pierre-Alain Sartou, son directeur de cabinet, qui va prendre les relais dans notre débat. Et du côté de l'entreprise, on est aussi ravis d'accueillir Thibaut Hugues Delarose, PDG et cofondateur d'une des étoiles de la French Tech. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue je laisse la parole à Madame la ministre. Vous êtes une femme politique, mais également une ancienne chef d'entreprise. Vous avez accompagné avec ces deux chapeaux la naissance de la loi Pacte et puis vous avez orchestré aussi l'initiative de la plateforme Impact que vous avez lancée il y a quelques mois et j'ai eu l'honneur d'être avec vous sur le plateau de Change Now. Et donc, on aimerait savoir un peu plus sur les retours d'expérience que vous avez eus sur l'implémentation de la loi Pacte. Pourquoi la plateforme que vous avez lancée, la plateforme de impact.gouv.fr? Quelle est sa structure? Quels sont les objectifs? Comment les entreprises peuvent s'engager? Et puis, si vous pouvez aussi partager votre vision pour son évolution à moyen et à plus long terme au niveau français, mais aussi au niveau européen et au-delà. On vous laisse la parole. Merci. Merci infiniment et merci de me permettre de m'exprimer auprès de vous. J'ai une drôle de couleur à l'écran, je m'en excuse, je suis un peu jaune, mais je ne suis pas jaune en vrai et je prends ça comme un signe de dynamisme. Je vais essayer d'être synthétique tout en restant pertinente. Effectivement,
j'ai été pour ma part élu en 2017. J'étais membre de la commission des finances, que j'ai ensuite vice-présidée, et j'ai présidé la loi Pacte dans le cadre de ce qu'on appelle une commission spéciale. C'est important parce que c'est une organisation spécifique au plan du Parlement pour des lois importantes où on estime, et ça dit déjà beaucoup de choses de la loi Pacte, qu'il est nécessaire d'avoir accès à différentes expertises, bien sûr de la commission des finances, mais aussi de la commission économique ou encore de la commission des affaires sociales, qui étaient toutes trois très engagées sur ce texte. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que la loi Pacte est une loi qui est polyvalente et qui est pluridisciplinaire, où l'ensemble des parlementaires des différentes commissions se sont exprimés. C'est une loi qui a duré à peu près 2 ans. C'est une loi qui a à peu près triplé de volume entre le projet de loi tel qu'il a été écrit par le gouvernement et la fin du texte, à la fin de ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, qui a permis la finalisation de la loi. Et c'est, au moment où je vous parle, la plus grande loi de ce quinquennat. Et c'est une loi qui a 2 caractéristiques. C'est une loi de simplification, modernisation au service des entreprises, mais aussi de responsabilisation au service du capitalisme tel qu'il est pratiqué en France. Il y a une très grande cohérence, au-delà de la cohérence sémantique en apparence, du pacte à l'impact. N'y voyez pas qu'un jeu de mots. Il y a là-dedans un fil rouge de mon action au service de la promotion d'un capitalisme plus responsable, plus juste et d'entreprises plus engagées, même si j'y reviendrai. Nombre d'entre elles sont déjà très engagées. Vous connaissez bien les entreprises. J'ai eu le plaisir, vous l'avez rappelé en introduction, d'y faire une très longue partie de mon évolution professionnelle dans des toutes petites, des moyennes, mais aussi des très grandes entreprises. Vous dire qu'une des marottes, une de mes obsessions, c'est aussi qu'on reconnaisse aux entreprises le fait qu'elles sont pour la plupart des acteurs responsables, mais c'est un peu comme M. Jourdain. Bien souvent, elles ont des pratiques responsables au plan de l'ESG, vous me verrez souvent parler de ce mot, au plan environnemental, social et de gouvernance, sans nécessairement savoir ou prendre la mesure du fait que ce sont des pratiques responsables à valoriser. C'est tout l'enjeu de la plateforme Impact sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. Vous dire que vous m'avez questionné sur les retours d'expérience. Déjà, sur la loi Pacte, les retours d'expérience, vous aurez le plaisir de pouvoir les toucher et les mesurer de façon très tangible à la fin de ce mois de septembre, puisque France Stratégie est missionnée depuis 3 ans par le gouvernement pour établir, comme le veut le temps de la loi, un premier bilan de la loi Pacte. Et ce premier bilan arrivera fin septembre. Sans déflorer les quelques éléments qui ont été portés à ma connaissance, vous dire que les premiers retours sont très encourageants. La loi Pacte, elle a 4 chapitres. Le 4e est un chapitre très technique et surtout de transposition. Je ne rentrerai pas trop dans ces détails, mais les 3 grands chapitres de la loi Pacte sont le premier au service de la simplification de la vie des entreprises, avec par exemple la suppression de seuils qui créent beaucoup de difficultés aux entreprises et qui leur imposaient beaucoup de formalités administratives assez bloquantes dans leur développement. C'était une requête des chefs d'entreprise français depuis des années et le seuil de 50 salariés a été allégé et on donne du temps aux entrepreneurs pour qu'ils disposent de plusieurs années pour s'aligner sur les obligations et les formalités administratives liées au passage du seuil des 50 salariés. Je le dis parce que la politique a ceci de passionnant, on va rester positif, que c'était une requête depuis 25 ans, c'est fait, et donc on n'en parle plus, mais moi j'en reparle parce que c'est fait, c'était attendu, et c'est aussi au sein de ce chapitre 1, par exemple, qu'a été acté la mise en place d'un portail qui verra le jour en 2022, où l'ensemble des formalités des entreprises est adressé, je la fais courte, en back-office et non plus en front-office. En gros, ce sera l'administration et la direction générale des entreprises en premier lieu
qui accompagneront les entreprises dans le choix les entrepreneurs, surtout dans le choix de leur statut. Et ce n'est plus les entrepreneurs qui auront à adresser la complexité de ces enjeux-là. Donc, c'est vraiment tout un travail de simplification, chapitre 1. Chapitre 2, c'est vraiment comment on met l'épargne, la finance au service d'une économie plus juste et qui considère vraiment les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est au sein de ce chapitre 2, par exemple, qu'a été voté ce que vous avez tous et toutes, et moi aussi, je vous rassure, en tant que citoyenne, nous avons tous des comptes en banque et nous avons tous des unités de compte dans nos comptes en banque qui vont financer en termes d'épargne depuis janvier 2020, et c'est un effet de la loi Pacte, obligatoirement, sur chaque compte épargne, une unité de compte investissement socialement responsable, une unité de compte donc ISR, une unité de compte finance solidaire et une unité de compte finance verte, green bonds. Ça, c'est une des obligations de la loi Pacte qui va d'ailleurs bouger, puisqu'il est aussi inscrit dans la loi Pacte que cette unité de compte obligatoire dans chaque compte épargne qui vient financer le matelas qui permet aussi d'investir au plan socialement responsable, mais aussi au plan environnemental, va être multiplié par 3 à compter du 1er janvier 2022. Pas moins de 3 unités de compte par compte d'épargne adresseront l'ISR, la finance solidaire et la finance verte. Pour ce qui est aussi du chapitre 2, c'est là qu'on a créé le PER qui démontre, en tout cas dans ses premiers pas, plutôt une appétence, une adhésion des épargnants. Pas mal de chiffres seront à votre disposition dès la fin du mois de septembre et si vous souhaitez qu'on poursuive l'échange, ce sera avec plaisir pour vous les transmettre. Troisième chapitre dont on a beaucoup entendu parler, chapitre plutôt lié à la gouvernance avec 3 fondamentaux qui ont été posés dans la loi, non sans certaines réticences et voire sans certaines levées de boucliers. Comme le dit le président de la République qui m'avait confié cette mission au Parlement, tout l'enjeu était d'intégrer au cœur de l'entreprise et de le faire en droit, c'est-à-dire en modifiant le Code civil, ce qui n'est pas rien. Le président de l'Assemblée, le président Ferrand, dit toujours qu'on ne touche au Code civil que la main tremblante, et l'expression est juste. On ne touche pas très souvent au Code civil. Nous avons modifié par 2 fois les articles du Code civil au sein de la loi Pacte pour considérer, contrairement à ce que Milton Friedman avait écrit avec force dans les années 70, en 1974, comme vous le savez, dans la presse américaine, que l'alpha et l'oméga, le but ultime de l'entreprise était selon lui la maximisation du profit. En 2019, lors de la loi Pacte, nous avons modifié le Code civil pour intégrer la prise en considération des enjeux environnementaux et sociaux au cœur de la mission de l'entreprise. Pour ce qui est de ces éléments, on a créé 3 dispositifs. Certains les critiquent, mais mon objectif en tant que présidente de cette loi était simple, faire en sorte que les entreprises, en fonction de leur état d'avancement, puissent trouver les outils. Vous avez des entreprises qui sont très très loin de la balle sur le sujet de la responsabilité sociale des entreprises et pour qui déjà définir une raison d'être, c'est une première étape. J'entends que certains la critiquent, pensant qu'elle n'est guère engageante lorsque, par exemple, elle n'est pas écrite dans les statuts. Ça n'est pas faux. Mais je crois qu'il est important, quand on veut mener une évolution, voire mener une révolution, de créer des outils pour chacun en fonction de son point de départ. On a des entreprises qui n'avaient jamais considéré ces enjeux et encore une fois, la raison d'être est un premier étage. La critique est aisée, mais c'est un dispositif qui permet aux entreprises déjà de se questionner sur le pourquoi, leur impact et j'encourage très fortement à inscrire cette raison d'être dans les statuts pour qu'elle soit plus engageante. La raison d'être connaît du succès, mais ce qui connaît beaucoup de succès, c'est le 2e étage de l'engagement, ce sont les sociétés à mission dont vous avez, j'imagine, entendu parler. Sociétés à mission qui sont très engageantes pour l'entreprise avec un comité de parties prenantes en interne, mais aussi en externe, pour vérifier que les engagements promis par l'entreprise sont effectivement mis en œuvre et tenus. Nous dénombrons, je me réfère à l'Observatoire des sociétés à mission, une énorme centaine, une très grosse centaine d'entreprises à mission dans notre pays. Là aussi, les esprits chagrins vous diront c'est très très peu. Moi, je n'ai pas un naturel chagrin. Je vous dirais que c'est un début,
que c'est plutôt encourageant de voir que malgré la crise sanitaire et donc sociale et économique que nous avons vécue, les sociétés à mission ont continué à se développer. Je vous livre d'ailleurs ce chiffre. Le mois où la croissance en matière de création des sociétés à mission a été le plus important est le mois de novembre 2020, lorsque nous étions tous contraints à un second confinement. C'est lors de ce mois que nous avons vu une explosion du nombre de créations de sociétés à mission. On m'avait dit c'est un truc de grand corporate, des sociétés à mission. Seuls les grands groupes cotés iront prendre ce risque. Le réel démontre que les esprits chagrins ont eu tort, puisque la grande majorité, plus de la majorité des entreprises à mission créées en France sont plutôt des PME, des grosses PME ou des petites ETI. Donc le mouvement est assez horizontal et il concerne aussi bien, pour ce qui est de la raison d'être comme les sociétés à mission, des TPE, des PME, des ETI ou des entreprises cotées. Troisième étage de la fusée qui est tout neuf, c'est le décret d'attribution, le dernier, qui a été publié. Donc, je vous en parle, sont les fonds de pérennité économique. C'est en gros, pour aller vite, la fondation d'actionnaires à la sauce française, si je puis dire, fondation d'actionnaires qui sont très développées en Europe du Nord et qui permettent de sanctuariser une partie du capital de l'entreprise, ce qui peut être particulièrement utile en cas d'OPA hostile, mais qui est aussi une façon de sanctuariser une partie du capital au service de commun, au service de causes d'intérêt général. Certaines entreprises le font déjà, mais ça n'était pas dans la loi, donc nous l'avons inscrit. Sur l'ensemble de ces éléments, le bilan de la loi Pacte est plutôt encourageant à J plus 1 an et demi, J plus 2 ans. C'est plutôt un démarrage encourageant, même si on est en droit d'attendre que cela se développe et se déploie plus largement en France et en Europe. Mais voici pour vous faire un premier retour. Je vous ai dit, une des choses majeures et qui n'est pas uniquement symbolique, c'est cette notion de prendre en considération les enjeux environnementaux et sociaux au cœur de l'activité de l'entreprise. J'ai été plus souvent salarié en entreprise que je n'ai été dans l'univers politique. Et le point commun qu'il y a de tout ce parcours que je mène depuis 20 ans, c'est ma passion viscérale de servir l'intérêt général et les enjeux citoyens. Je crois profondément, vraiment, qu'on peut les servir de plusieurs endroits. Je crois qu'on peut servir les enjeux citoyens, bien sûr au cœur de l'État, au cœur d'un gouvernement, comme j'essaye de le faire aujourd'hui, mais aussi au cœur de l'entreprise. Et nombre d'entreprises, notamment de celles au sein desquelles j'ai pu évoluer ou que j'ai pu conseiller, sont des entreprises, comme vous l'avez déjà entendu, citoyennes et responsables, et ça n'est pas qu'un slogan. Par conséquent, quand j'ai été nommé ministre ici à Bercy sur les enjeux d'ESS, mais aussi d'économie responsable, en lien avec le président de la République, pour promouvoir un capitalisme plus responsable, un de mes premiers réflexes a été que faire, comment faire pour aider nos entreprises de toute taille, d'une part, à s'engager plus fortement sur les enjeux d'ESG et d'impact environnemental et social, mais aussi les aider à faire savoir ce qu'elles font de façon plus large, au-delà de la seule publication du rapport annuel ou du rapport de développement durable. J'en profite pour vous rappeler, mais vous le savez, que depuis 2014, seules les très grandes entreprises, les entreprises cotées, sont contraintes de publier ce qu'on appelle une DPEF, déclaration de performance extra-financière, mais qu'en deçà, les entreprises ne sont en rien obligées de communiquer et de faire savoir ce qu'elles font au plan environnemental, social et de gouvernance. Or, je vais vous citer quelques noms de directives un peu barbares, je m'en excuse par avance et je n'y suis pour rien. Arrive en ce moment même à l'Europe un sujet que je suis depuis plus d'1 an, qui porte le doux nom de la directive CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. CSRD, cette directive, très concrètement, va faire en sorte qu'à compter de 2024, à peu près, une fois transposée dans l'ensemble des États membres, l'ensemble des entreprises de taille intermédiaire, des ETI européennes, soit 50 000 entreprises à peu près versus 10 000 seulement aujourd'hui, seront contraintes de publier leurs données de performance extra-financière
sur une sélection d'indicateurs qui est en train de se faire et qui sera fait l'année prochaine, notamment par le truchement des actes délégués à la Commission européenne. Ces entreprises vont devoir, au même titre qu'il y a des obligations de publication d'informations financières, publier leurs données de performance extra-financière autour d'une batterie d'indicateurs. Ça, c'est posé, c'est le sens de l'histoire. Moi, je me suis dit, en arrivant ici, j'ai porté la loi Pacte et j'ai inséré en droit français cette notion de prendre en considération les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'Europe a décidé, et la France a lourdement poussé, je tiens à vous le dire, de légiférer aussi. Entre 2020, à peu près, ma nomination, et 2024, comment je peux faire pour essayer de faire en sorte d'accompagner les entreprises françaises dans l'acculturation de ces nouvelles obligations? Quand on a été dans l'entreprise, on ne va pas se mentir, bien souvent on se dit ah, mais l'État il est au courant de ces régulations qui arrivent depuis 2-3 ans, pourquoi ils ne nous ont pas formés, pourquoi ils ne nous ont pas informés? Et donc j'ai gardé cet état d'esprit et je me suis dit si modestement je peux aider les boîtes françaises à anticiper ce qui va arriver comme des obligations dans les années qui viennent, j'aurais fait quelque chose d'utile. C'est comme ça qu'est né Impact. Impact est né de ce constat. Beaucoup d'entreprises françaises, et pas que les grandes, font des choses remarquables au plan environnemental et social. Beaucoup d'entre elles ne savent pas, parce qu'elles le font notamment parce que les dirigeants le souhaitent avec leurs salariés et pour de bonnes raisons, que ce soit la préservation de notre planète ou la construction d'un climat social juste et équilibré ou d'une gouvernance démocratique dans l'entreprise. Beaucoup d'acteurs économiques n'ont pas forcément encore pris la mesure du fait que cela allait devenir, puisque je reviens à impact et compétitivité, des enjeux de régulation extrêmement forts, mais aussi des enjeux de compétitivité, voire de rentabilité dans les années qui viennent. Je vous l'ai dit, la directive CSRD ne concernera, d'après ce que j'en sais et à date, que les ETI, les entreprises de taille supérieure à 250 salariés, mais je me bats au nom de la France pour que ce qu'on appelle les SMEs au plan européen, les TPME, puissent aussi promouvoir leurs actions de façon volontaire. Et donc, impact.gouv.fr, c'est ça. La naissance, c'est de se dire, plutôt que d'attendre et de laisser les entreprises françaises se débattre face à des nouvelles régulations, et si le politique anticipait, aidait les entreprises à anticiper et leur donnait des outils pour se confronter, pour s'approprier ces thématiques et pour mieux se battre dans la compétition économique européenne, mais aussi mondiale. Soyons précis, de Pékin à Washington, l'enjeu de ce qu'on appelle en anglais le non-financial performance est un enjeu économique majeur aujourd'hui. Donc l'Europe n'est pas la seule à travailler à son standard, les États-Unis travaillent, les Asiatiques aussi, et il y aura très certainement nécessité de faire communiquer correctement ces standards. Mais le coup est parti et c'est le sens de l'histoire. Impact.gouv.fr, c'est une plateforme qui a deux jambes, deux objectifs. Être un hub de savoir-faire pour ceux qui partent de très loin, pour ceux qui ne connaissent pas les certifications en cours, pour ceux qui se disent qu'est-ce que c'est que ces index qui nous ont encore créés, les index pénicaux, les index femmes-hommes, pour ceux qui se disent mais c'est quoi le lien entre ce qu'ils font en France, en Europe, à l'ONU, à l'OCDE, c'est quoi le lien avec les objectifs de développement durable, qu'est-ce qui vaut ce label que j'ai vu par rapport à mon entreprise, est-ce qu'il est sérieux? C'est vraiment une sorte de hub de savoir-faire et de connaissances, une bibliothèque que nous n'allons pas cesser d'enrichir au fil des mois au service des entreprises pour qu'elles améliorent leur savoir-faire. C'est aussi le seul endroit en Europe, et c'est pour ça que l'OCDE a salué la démarche, c'est la seule plateforme en Europe à date où les entreprises sont invitées autour d'une 50aine d'indicateurs déjà à s'exercer à la publication de leurs données brutes. Il y a des indicateurs bien sûr environnementaux très classiques, le bilan carbone, la consommation en eau. Il y a des indicateurs sociaux classiques, le partage de la valeur, le ratio bénéfice partage de la valeur, le taux d'accidentologie dans votre entreprise. Il y a des indicateurs aussi classiques de gouvernance sur le nombre d'administrateurs salariés, l'intégration des femmes à des postes de direction. Et puis, il y a plein d'autres indicateurs qui seront, et je vous le dis avec force pour ne pas déraper de cet agenda contraint que j'ai, je m'en excuse, mais ces indicateurs seront à coup sûr
dans les indicateurs obligatoires de la directive CSRD qu'il y aura en 2024. Donc l'idée, c'est de créer, bien sûr, un club ouvert pour améliorer le savoir-faire, mais une plateforme pour faire savoir. Et sachez que les entreprises, à partir du moment où il y a une donnée, 2 données disponibles sur 50, peuvent être partie prenante d'impact.gouv.fr. L'idée, c'est aussi que cette plateforme soit accessible au plus grand nombre et donc réutilisable. Les entreprises qui publient s'engagent à ce qu'on puisse réutiliser leurs données. Quand j'étais un peu plus jeune, il y a 10 ans, j'ai cofondé Etalab, qui a mis en œuvre l'open data du gouvernement français, data.gouv.fr. C'est la même dynamique au cœur d'Impact. L'idée, c'est de mettre à disposition des données brutes qui puissent être utiles et utilisées par des enseignants, par des chercheurs, par des médias, par des ONG. C'est tout l'objectif d'impact.gouv.fr. À date, on a à peu près 500 entreprises qui sont parties prenantes, 500 qui ont signé le manifeste qui nous rassemble, mais il faut aller au-delà du manifeste. Signer un manifeste, c'est bien. Publier ces données brutes, c'est mieux. Et on a aujourd'hui un peu plus de 200 entreprises qui ont déjà publié leurs données en open data. Elles sont consultables sur impact.gouv.fr. J'ai un objectif ambitieux, arriver à la fin de l'année autour du millier d'entreprises françaises. L'objectif est clair, faire d'Impact un lieu de référence en matière de publication de données extra-financières qui pourrait être inspirante pour le Single Access Point qui va être développé au plan européen dans les années qui viennent. Et l'objectif est vraiment, et j'en termine, de démontrer d'abord que la France est en lead quand même sur ces sujets. La France, ça fait longtemps que sur ces enjeux d'ESG, la France a pris sa part et a pris des initiatives très fortes. Et en un mot, je crois vraiment que ces enjeux de responsabilité, de durabilité environnementale, mais aussi sociale, sont d'abord au cœur de l'attractivité des entreprises dans les années qui viennent. On sait l'intérêt des jeunes et des jeunes talents, des jeunes diplômés notamment, pour ces enjeux et quel est leur arbitrage en faveur de plus en plus du sens et de l'engagement de leurs entreprises. Les entreprises qui ne considèrent pas ça auront plus de mal à recruter dans les années qui viennent et les compétences sont la première richesse de l'entreprise, je ne vous apprends rien. La deuxième chose que je veux partager avec vous, c'est que ces enjeux de durabilité et donc de transparence dans les données de durabilité sont au cœur de la rentabilité des entreprises parce que les investisseurs sont partie prenante de cette révolution et je pèse mes mots. Un règlement a été publié en mars 2021 à l'Europe. Les investisseurs doivent démontrer l'impact ESG des actifs qu'ils ont sous gestion. Ils sont donc dans le cercle, dans la matrice. Et je crains que les entreprises qui doutent de ce qu'on vient de partager, de ce que je viens de vous dire, ne le vivent à leurs dépens. Je crains qu'il y ait quelques ruptures de charge en matière d'investissement et de financement pour les entreprises qui considèrent que ces enjeux d'impact ESG sont de la cosmétique ou du superficiel. C'est au cœur de la compétitivité, de l'attractivité et de la rentabilité des entreprises dans les années qui viennent. Il faut que je me télétransporte, j'ai été un peu trop longue, je m'en excuse, mais il fallait quand même établir un fil rouge du pacte à l'impact en prenant un peu le temps. Pour partager avec vous un secret qui est un secret d'alcôve, j'ai beaucoup de chance d'avoir le directeur de cabinet que j'ai, puisque Pierre-Alain Sarthou était au Parlement avec moi quand j'ai présidé la loi Pacte. Et comme disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. On s'était rencontrés à l'Assemblée et on s'est donné rendez-vous quand j'ai été nommé. Et je l'ai embarqué comme DIRCAB. Je peux vous dire que je ne le regrette pas. Il maîtrise aussi bien que moi la loi Pacte, si ce n'est plus. Et il n'est pas un sujet parmi ceux que je viens aborder où il n'aura pas des réponses précises à vous apporter, façon de vous dire que même si je le regrette, mais c'est la contrainte de l'agenda, vous ne perdez pas au change et sa compétence est absolue sur l'ensemble de ces enjeux. Donc, je vais laisser l'excellent Pierre-Alain Sarthou répondre, échanger avec vous et n'hésitez pas, on a pour règle d'être à disposition des citoyennes, des citoyens, surtout et encore plus, je dirais, de ceux qui s'intéressent à ces sujets passionnants. Merci à vous
et Pierre-Alain reprend tout de suite l'échange. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Encore une fois, au nom de toute la communauté de nos membres, on va garder les questions qui étaient posées pour la fin alors, pour donner l'opportunité pour faire les changements et aussi tourner vers Thibaut Hugues de la Rose. Vous êtes à la tête d'une entreprise de très forte croissance. Une étoile filante et ascendante, je dirais, pas filante, mais plutôt ascendante de la tech française, avec un parcours vraiment très impressionnant. Vous êtes au-delà d'une licorne maintenant à une valuation de 3,2 milliards de dollars, peut-être on s'appelle quoi, une tricorne, je ne sais pas. Mais finalement, vous venez de boucler un autre tour de table avec un gros financier de Growth Capital des États-Unis avec un tour de table de 335 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Vous êtes présent en 14 marchés avec un plan de s'étaler encore dans d'autres juridictions. Et alors, et vous avez une particularité, je dirais, qui est encore dans la tech, vous faites un peu exceptionnel, c'est ce que vous avez un business model qui a les développements durables et l'économie circulaire comme le cœur de sa stratégie commerciale, comme de son business model. Donc, comment vous voyez-vous cette pour certaines entreprises, c'est un paradoxe entre les besoins d'être beaucoup plus axés à un capitalisme inclusif, certains l'appellent, ou responsable pour d'autres, c'est-à-dire un capitalisme qui fait beaucoup plus conscience aux parties prenantes que pas que aux actionnaires de façon stricto sensu. Mais aussi parce que vous avez validé un modèle avec le soutien du capital et des shareholders de ces mêmes propos. Donc, comment vous voyez, vous, cette tension qui certains disent qu'il y a entre impact et profit? Quid de l'initiative Impact Groove? Comment, si vous avez vécu cette expérience, je ne sais pas si vous avez participé ou pas, on n'a pas échangé avant. Et puis, comment vous préparez à l'interne, si vous voyez, parce que les entreprises peuvent, comme elle a cité déjà la ministre, avoir la bonne volonté parce qu'elles ne sont pas toutes en même étape d'évolution, ni ont le même point de départ. Donc, comment vous organisez à l'interne très pratiquement, parce qu'ici, on a beaucoup de membres qui sont dans les conseils d'administration, donc on voit toujours une bonne volonté, mais pas toujours les outils pour effectuer la mission de réorientation. Donc, je vous laisse la parole, Thibaut. Merci beaucoup de m'avoir avec vous ce soir. Alors, très brièvement, donc Back Market, donc, la société, on l'a créée il y a 7 ans maintenant. Je pense par rapport à votre premier sujet qui est est-ce que ça impact et profit ou croissance, impact et capitalisme s'opposent? Moi, je pense pas. En tout cas, c'est plus facile quand on a créé l'entreprise avec l'impact au cœur du modèle, et c'est ce qu'on a fait nous, puisque alors c'est très nous on est très focus environnement puisque on est une plateforme dédiée à l'économie circulaire des produits électroniques. Donc à chaque fois qu'on vend un produit issu de l'économie circulaire, c'est un produit neuf, produit et vendu en moins, et donc forcément son impact carbone est infiniment meilleur. Donc, en créant le business model, je pense pour les nouvelles entreprises qui se créent avec ça d'intégrer à la source, c'est plus facile. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent aussi pour les acteurs déjà présents. Avec, on sent une vraie volonté de faire mieux, de faire différemment en RSE à plein d'égards. Et je pense que ça s'oppose pas au capitalisme non plus pour moi pour une seule raison, c'est que ça devient en fait de plus important pour les citoyens qu'on est, pour les consommateurs qu'on est. On est tous citoyens, on est tous consommateurs. Et nous, on a vu, on demande régulièrement à nos utilisateurs, mais pourquoi tu achètes sur Back Market ou pourquoi tu revends tes produits sur Back Market? Et on a vu l'indicateur écologique, le drive to purchase, la principale raison
le facteur écologique explosé. Il est passé de 3% à un peu plus de 20% depuis la création. Donc, il y a 20% de nos consommateurs aujourd'hui qui viennent d'abord pour des raisons écologiques, qui veulent faire mieux. Et donc, à partir du moment où le consommateur, le citoyen veut faire mieux, en fait, derrière, c'est aux entreprises et au gouvernement de répondre à ça, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir les utilisateurs qui vont générer leur croissance, qui vont générer leur profit, et les gouvernements, les citoyens et les électeurs qui vont voter pour eux. Moi, je pense que cette tendance, elle est très positive, elle tire du bon côté. Donc, en fait, ce que j'essaye de dire par là, c'est que je pense que ça devient de moins en moins une option de vouloir faire mieux d'un point de vue RSE. Ça devient important parce que c'est important pour ses clients, en fait, tout simplement. Donc, si on veut continuer à grossir en tant qu'entreprise, il faut avoir l'adoption de ses clients et pouvoir en conquérir de nouveaux. Et donc voilà, c'est fondamental, je pense, de travailler là-dedans, que ce soit au stade de la création d'une entreprise. Il faut le penser tout de suite. C'est plus facile de commencer avec ça dès le début. Et même quand on a déjà créé cette entreprise, ensuite d'essayer d'intégrer ça plus au cœur du modèle, parce que sinon, je pense pas que ça soit voué à l'échec définitivement, mais probablement beaucoup plus. Ça ajoute un facteur de risque certain. Et donc, voilà, donc en fait, nous, on a commencé avec cette conviction, on a commencé à faire des calculs de coin de table avec mes cofondateurs au début pour savoir, OK, à chaque fois qu'on vend un produit reconditionné, c'est quoi l'impact carbone? C'était ça le premier indicateur qu'on a commencé à traquer, mais c'était très manuel, et donc de manière pragmatique, en fait, on a recruté aujourd'hui une responsable RSE au sein de l'entreprise Back Market. Ça fait un peu plus d'un an que Camille nous a rejoint maintenant pour pouvoir pousser la mesure, en fait, des indicateurs beaucoup plus loin, parce qu'en fait, c'est quand même du boulot quand on a une entreprise en forte croissance, déjà de gérer le business et le développement dans plusieurs pays, comme vous le mentionniez au début. Et en plus de ça, d'aller tirer des indicateurs, des bases de données qui changent et qui se transforment tous les jours pour pouvoir bien mesurer l'impact. Et donc, nous, aujourd'hui, grâce au travail qui a été fait par Camille et les équipes, tous les lundis matins, quand on commence la semaine, on a les indicateurs de croissance business, revenus, etc. Mais juste à côté, c'est les indicateurs de CO2 emission, d'émissions carbone évitées et de e-waste évité également qu'on voit. Et en fait, les deux sont très corrélés en fonction du mix produit qu'on a. On voit les évolutions directement, mais du coup, ça vit à la semaine dans notre entreprise, quoi, pour vous donner un exemple. Et voilà. Et donc ça, c'est essentiellement, ça demande des ressources entreprises. Donc, je pense d'avoir un chargé de projet qui s'y connaît déjà. Nous, c'est Camille qui fait ça, mais d'avoir aussi des équipes capables d'extraire de la donnée et de manière pérenne, pas juste de faire une extraction et un calcul de coin de table une fois, pour pouvoir le suivre dans le temps, parce qu'un KPI ou un indicateur qui n'est pas suivi dans le temps, il est compliqué à améliorer. Donc voilà, nous, on a commencé comme ça et aujourd'hui, on supporte évidemment les initiatives de la loi Pacte et cette plateforme qui a été créée, puisque je pense que ça tire tout le monde dans le bon sens, de donner des outils, en fait, pour plus facilement savoir ce qu'on vaut, où on en est et pouvoir les améliorer. Et donc nous-mêmes, on est en process de devenir entreprise à mission dans les prochains trimestres. Et puis Bicorp, on a pour objectif de devenir Bicorp en 2022. Donc, on est en process pour ça aussi. Voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça. En tout cas, c'est mes premiers mots qui viennent en réponse à votre question. Merci Thibaut. Juste une petite question en répondant à ce que vous avez dit. Donc, par rapport aux outils et les différents standards de reporting, vous avez dans votre capital aussi
des actionnaires comme Al Gore, les fonds d'Al Gore. Est-ce que vous voyez des demandes spécifiques qui viennent du côté des investisseurs par rapport à ce qu'ils veulent voir comme des KPI sur les côtés de votre performance extra-financière? Est-ce qu'il y a un écart entre ce qui se passe en France ou en Europe plus généralement et outre-Atlantique? Est-ce que vous pouvez un peu élaborer sur ça? Oui, bien sûr. Alors, donc, l'arrivée d'Al Gore au capital avec le fonds Generation, c'est sûr que pour nous, c'est extraordinaire parce que ils sourcent uniquement des deals et ils font des investissements qui ont un impact positif dans leur charte. Et donc, eux, ils sont experts, ultra experts sur le sujet, plus peut-être que ce qu'on a vu, nous, précédemment dans nos investisseurs. Ils ont développé tout un écosystème d'ultra experts, je pense, qui est le plus pointu, et j'ai une table ronde avec eux justement dans une heure. Donc ça, c'est génial parce que ça nous permet de voir où est-ce qu'en sont les meilleurs, et puis après, ils nous permettent de vite nous donner les méthodos pour pouvoir traquer mieux certains indicateurs. Donc voilà. Et après, les autres investisseurs qui ne sont pas forcément estampillés RSE sont aussi super réceptifs et voient de toute façon que de toute façon ça va dans le bon sens et que c'est super pour eux. Et donc ils ont les écoutilles bien ouvertes quand on leur parle de RSE. C'est pas ça qui les a fait faire l'investissement dans Back Market. On était honnêtement plutôt dans des ratios très économiques de croissance, de profitabilité, de ratio de lifetime value, ramener à des coûts d'acquisition, enfin vraiment des trucs très économiques, plutôt financiers, avec une conviction de fond qui est les moyens de consommation, enfin les habitudes de consommation sont en train de changer. Maintenant, l'arrivée d'Al Gore, voilà, ça permet de tirer encore plus fort là-dessus. Donc, devenir entreprise à mission, comme le précisait Madame la ministre juste avant, ça demande d'avoir un comité de surveillance en interne, en externe, et de rendre des comptes publiquement sur est-ce qu'on a réussi à atteindre nos ambitions et tout ça. Donc, c'est assez engageant. Mais tout le monde est positivement réceptif, en tout cas dans notre tour de table, même très supportif de ça. Merci beaucoup. Mettons vers vous, Monsieur Sartou. La ministre a évoqué le Sustainable Governance Directive, la gouvernance durable de l'entreprise, le projet qui est en train de s'élaborer au niveau de l'Union européenne et qui, me semble, va finaliser son projet le 4e trimestre de cette année, en espérant. Elle est très ambitieuse, passant de vision de monitoring et déclaration des KPIs et des publics de la performance extra-financière à une vision assez différente aussi et conception d'un conseil d'administration. Et c'est ce qu'ils appellent en anglais le duty of care, les droits de diligence. Et elle était saluée par beaucoup comme une initiative très importante et nécessaire en vue des objectifs assez ambitieux aussi du Green Deal et qu'il fallait faire quelque chose pour innover aussi sur ce côté-là pour la gouvernance. Mais par d'autres, parmi lesquels aussi de représentants et des associations, certaines associations des entreprises, comme avec certaines critiques, si vous voulez. La FEP était parmi ces organisations, en étant un peu contraignante en tant que projet législatif et avec une inquiétude si ce type de décision devait se faire au niveau européen, au niveau de chaque pays membre. Pas assez clair sur le processus de réorientation de cette obligation de diligence pour les administrateurs eux-mêmes et les conseils d'administration. Et finalement, il posait la question de la compétitivité, cette fois-ci aussi des entreprises. Si des entreprises qui sont concurrents et qui n'ont pas imposé par la même législation, mais qui exercent leurs activités en Europe, comment on gère des possibles concurrences déloyales qu'on n'est pas soumises aux mêmes exigences.
Voilà, donc comme la France va prendre les relais de la présidence en janvier, comment vous voyez qu'on puisse se positionner par rapport à ces sujets-là et quelles réponses donnerons-nous aux entreprises qui s'inquiètent de ce type de questions? Merci. Merci pour votre question. Bonsoir à tous. Peut-être d'abord, permettez-moi de féliciter Thibaut Hugues de Larose pour la démarche de reconnaître son entreprise comme une société à mission. Évidemment, nous on salue parce qu'on soutient évidemment beaucoup ce statut. C'est vrai que c'est un statut qui est contraignant pour l'entreprise, contraignant pour la gouvernance, qui suppose de mettre en place un comité de mission, de faire la transparence sur des objectifs sociaux et environnementaux. Mais selon nous, c'est vraiment une marque de l'engagement de l'entreprise et on espère en tout cas que cela a systématiquement un effet réputationnel qui est positif pour l'entreprise. Donc encore une fois, félicitations. Pour revenir plus précisément sur votre question, il y a deux choses en réalité. Il y a la directive dont la ministre parlait, qui s'appelle la CSRD, qui a déjà été publiée au printemps et qui devrait faire l'objet à la fois d'un accord et d'un vote au Parlement européen d'ici la fin de l'année, et puis, on l'espère, d'un accord au sein du Conseil, donc entre États membres de l'Union européenne, lors du semestre de l'année 2022. Il y a un deuxième paquet législatif qui porte en effet sur la gouvernance durable de l'entreprise, sur lequel on a beaucoup moins de visibilité, si ce n'est en effet qu'il y aura au sein de ce projet de directive un enjeu fort sur ce qu'on appelle le devoir de vigilance en France, ou due diligence en anglais. Le devoir de vigilance, nous en France, on le connaît bien. On le connaît bien puisqu'en fait, on a déjà fait une loi sur le sujet en 2017, sous le quinquennat précédent. Le devoir de vigilance, c'est une idée qui a prospéré notamment à la suite du scandale du Rana Plaza, Bangladesh, qui a vu l'effondrement d'un immeuble et de nombreux décès de travailleurs du textile, alors même que ces travailleurs étaient sous-traitants d'entreprises multinationales européennes ou américaines. Le devoir de vigilance consiste à dire, si vous êtes une grande entreprise, en l'occurrence les seuils pour la loi française sont de 5 000 salariés en France et de 10 000 salariés dans le monde, si vous êtes une grande entreprise, vous avez l'obligation, c'est une obligation de moyens et de résultats, de veiller à ce que, par l'établissement d'un plan de vigilance, l'ensemble de vos activités dans les pays tiers, que ce soit des sous-traitants directs, indirects, que ce soit avec d'autres partenaires économiques, de veiller à ce que vos partenaires économiques respectent certains droits fondamentaux. Et par droits fondamentaux, on ne parle pas de salaire minimum, on parle de limiter, d'interdire évidemment le travail des enfants, d'interdire l'esclavage, ou de ne pas recourir à des entreprises qui pratiquent les travaux forcés. Ce qui a eu un écho récent assez important, notamment avec le travail des Ouïghours qui sont actuellement internés dans des camps. Donc nous, on accueille évidemment très favorablement la perspective d'avoir un devoir de vigilance européen, puisque ça signifie que quelque part, l'avance qu'on a pris en France va être répliquée dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est évidemment très bien pour le respect des droits fondamentaux et pour la responsabilisation des entreprises. C'est également très bien d'un point de vue peut-être plus pragmatique pour les entreprises françaises, puisqu'en fait, on va expliquer que leurs concurrentes européennes vont devoir se soumettre aux mêmes obligations qu'elles ont, elles, sur leur gouvernance et sur le même devoir de vigilance qu'elles s'imposent déjà elles-mêmes. J'entends et on connaît bien les réticences que certains ont pu aborder sur ce projet. Il y a notamment la question, en effet, d'une concurrence peut-être néfaste de grandes entreprises, par exemple américaines, par exemple chinoises, qui, elles, ne seraient pas soumises à un tel devoir de vigilance. Et donc, il y aurait un handicap en termes de compétitivité des entreprises européennes qui subiraient la concurrence d'autres entreprises qui ne seront pas soumises au même niveau de normes. C'est pourquoi nous, en France, on pousse très fortement une position pour la préparation de cette directive visant à mettre en place ce qu'on appelle un principe d'extraterritorialité, excusez-moi pour ce terme un petit peu technique, mais qui veut bien dire ce qu'il dit, c'est-à-dire que ce qu'on souhaite mettre en place dans la directive, et la France poussera pour que ça soit prévu, c'est qu'une entreprise étrangère qui a un certain pourcentage de chiffre d'affaires, d'activité sur le territoire de l'Union européenne, sera soumise aux mêmes exigences, aux mêmes normes et aux mêmes devoirs qu'une entreprise dont le siège social est implanté dans l'Union européenne. C'est un point qui nous semble très important parce que, comme la ministre l'a indiqué tout à l'heure, l'Europe, aujourd'hui, est en avance sur beaucoup de normes qui portent sur la performance extra-financière des entreprises, mais pour autant, elle doit aussi garantir que ces standards, ces normes, sa vision de ce que doit être un capitalisme responsable soient appliquées le plus largement possible. Ça, c'est un point qui est essentiel. Et peut-être pour conclure, vous avez indiqué que la France prendra la présidence de l'Union européenne au premier semestre 2022. C'est vrai. C'est à la fois une très bonne nouvelle pour nous et puis il y a aussi un petit point d'attention que je souhaite évoquer. Une très bonne nouvelle puisque ça signifie que la France va pouvoir mettre à l'agenda
des discussions de l'Union européenne, beaucoup de sujets qui lui tiennent à cœur. Mais le point de réserve qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on tient la présidence de l'Union européenne, on a un devoir de réserve qui va nous empêcher d'avoir une action et un lobbying, un plaidoyer, pour le dire en bon français, au sein même des négociations qui seront amenées. Donc, en quelque part, on pourra pousser les points d'agenda, mais on sera bien obligé d'avoir des alliés qui veilleront à nos côtés à défendre les positions que l'on ne pourra pas porter. Merci. Une position délicate d'équilibre. Thibaut, vous avez peut-être partiellement répondu déjà à cette question, c'est-à-dire comment vous comptez répondre à cette éventuelle nouvelle conformité, parce qu'en vous engageant, comme vous avez dévoilé en société d'émission, déjà vous prenez les flambeaux au-delà de ce qui est simple conformité. Mais je vais peut-être tourner un peu la question de comment vous, qui est un marketplace, donc si vous êtes une place des marchés, comment vous faites onboarder tout un écosystème? Parce que pour que ça marche, et ça c'est la question pour vous, mais pour beaucoup d'autres entreprises qui fonctionnent dans des chaînes de valeur, comment on fait pour à la fois travailler sur son business model, sur sa propre stratégie, mais aussi encourager que notre écosystème puisse aussi onboarder le même processus et la même démarche, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, comment vous faites cette démarche avec vos clients, votre chaîne de valeur? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, quand on est une entreprise en forte croissance, il faut déjà la gérer. Faut garder les lumières ouvertes quand on va allumer, pardon, comme on dit en interne. Et il faut intégrer toutes les nouvelles contraintes dans nos process qui évoluent en permanence. Donc, ça demande du travail, de la structuration dans les équipes. C'est essentiellement des efforts. Après, nous, comme vous l'avez précisé, on est une marketplace. Donc, en fait, on a peu d'impact direct. Il faut embarquer notre écosystème de vendeurs qui sont, nous, les professionnels qui reconditionnent les produits et qui les vendent ensuite sur la plateforme. Et donc, en fait, il y a le bâton et la carotte. Nous, on préfère utiliser la carotte quand même. Et du coup, ce qu'on a choisi de faire, par exemple, là, on travaille avec EcoVadis pour les labelliser. Ouais. Et donc, ils doivent passer à travers un process. Ça a un coût, donc ils doivent en plus payer pour être labellisés. Mais en échange de ça, on montrera le label sur la plateforme. Comme ça, les consommateurs seront au courant que ce fournisseur-là, il est labellisé EcoVadis, il a tel score. Et une fois que c'est publié, que c'est visible par le consommateur, nous, ce qu'on pense, c'est que le consommateur va avoir tendance à préférer une offre labellisée plutôt qu'une offre non labellisée. Et donc, il y aura un vrai premium économique finalement et un retour sur investissement et un retour sur leur engagement en ayant ce label. Donc, c'est un peu comme ça qu'on approche la chose parce que juste leur dire c'est comme ça et pas autrement, c'est moins embarquant et on a besoin vraiment de tout cet écosystème qui est encore très fragmenté. C'est une industrie qui grossit vite, mais qui est encore assez fragmentée. Donc voilà ce qu'on a choisi. Et puis après, dernière chose peut-être en tant que PME, la multiplication des canaux de mesure d'impact, elle est pas facile. Il y a beaucoup de choses dans le catalogue. Donc nous, on essaie de simplifier au maximum les indicateurs. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Parce que les consommateurs sont perdus, même on s'est rendu compte au niveau des salariés, parfois c'est pas simple. Qu'est-ce que ça veut dire une tonne de CO2? Franchement, il n'y avait pas grand monde qui savait exactement ce que ça voulait dire. Donc on essaye de construire une échelle lisible. C'est un aller-retour Paris-Bordeaux, Paris-New York, etc. Et donc moi je pense qu'il ne faut pas mettre trop d'indicateurs. Il faut essayer vraiment de rendre ça accessible au plus grand nombre pour qu'ils puissent se les approprier et puis en parler ensuite, que ça devienne contagieux. Voilà, c'est un peu ça la volonté. Merci Thibaut. EcoVadis, c'est une très belle entreprise un des cofondateurs est aussi d'INSEAD, donc ça tombe très bien. Je profite pour ouvrir à des questions. Donc là, j'ai une question pour vous Thibaut, intéressante. De vos discussions avec les investisseurs actionnaires ou pas, pensez-vous qu'il existe un écart de valorisation positif ou négatif? Et si oui, de quel ordre de grandeur, si vous pouvez la donner, pour une entreprise à mission ou B Corp par rapport à ceux des concurrents qui ne le seraient pas? Donc, est-ce que vous avez une prime en étant une société à mission ou B Corp?
On pourrait regarder froidement les multiples de chiffre d'affaires par rapport à d'autres entreprises similaires avec un business model similaire à la nôtre et regarder si nos multiples sont plus élevés. Franchement, j'ai envie de répondre qu'on est in the range, peut-être un peu en haut, mais je suis même pas sûr. Je pense qu'on est vraiment au milieu. Donc après, je suis pas expert financier sur les marchés, tout ça, donc j'ai peut-être tort. Moi, je pense qu'il y aura un premium à un moment. Après, c'est vraiment une conviction perso parce que c'est important pour les consommateurs et donc ça va impacter la performance économique. Donc, en fait, ça sera un peu indissociable. Dire que la croissance sera plus forte parce que les consommateurs choisissent de consommer, s'ils ont l'option de consommer mieux pour le même prix. Il ne faut pas que le compromis en termes de prix soit trop élevé, évidemment, mais ils choisiront de consommer mieux afin d'avoir un impact plus positif. Donc, ça devrait aider la valeur in fine. Donc, je pense que voilà, les actionnaires, ils suivront ça toujours. Maintenant, je peux me tromper. Merci Thibaut. C'est vrai que l'écosystème de Tech for Good, il n'est pas assez peuplé pour. Donc, vous êtes parmi très peu d'entreprises qui ont dans ces segments et c'est peut-être trop tôt pour avoir une vision de prime si on est Tech for Good par rapport si on est juste tech. J'ai des questions qui sont un peu liées, c'est pour Monsieur Sartou. Il concerne d'abord si vous pensez que ça serait utile de faire un travail sur l'élaboration de l'outil impact et les indicateurs associés par filière, c'est-à-dire de travailler en tant que filière avec les entreprises associées par secteur peut-être énergie. Et il y a une autre qui est peut-être liée aussi si ça concerne le secteur du bâtiment. Qui contribue à lui seul un quart d'émissions en carbone en France. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut légiférer spécifiquement pour imposer les recyclages pour ça? Voilà. Des questions qui concernent peut-être un focus plus spécifique sur des filières et un travail précis sur des secteurs. Merci pour ces questions. En ce qui concerne la première, la réponse est oui, bien sûr. On souhaite développer l'outil impact.gouv.fr en direction d'indicateurs plus sectoriels. Évidemment, on ne souhaite pas partir de rien. On souhaite aussi s'appuyer sur ce que les fédérations professionnelles ont déjà mené. En particulier, il y a deux travaux que je souhaite mentionner. D'une part, la plateforme RSE qui représente beaucoup d'organisations syndicales a déjà travaillé à la recension de nombreux labels RSE sectoriels, et donc adaptés au secteur de la chimie, au secteur du numérique, au secteur de l'industrie, du bâtiment, des services. Donc là, on a déjà beaucoup d'indicateurs à disposition et on travaille en particulier beaucoup avec la CPME, donc la Confédération des PME, qui a un intérêt très particulier là-dedans et qui souhaite nous accompagner pour qu'on ait une évolution, bientôt une implémentation technique de la plateforme qui permette de réaliser cet objectif. Donc la réponse est oui et on souhaite le faire dans les meilleurs délais. Sur la deuxième question qui est plus sectorielle sur la filière du bâtiment, on a déjà légiféré très récemment. Et alors, je suis désolé si je ne suis pas très précis, puisque c'est des sujets que je n'ai pas suivis directement, mais en particulier dans la loi climat et résilience, qui, comme vous le savez, est la loi qui est issue de la Convention citoyenne pour le climat, qui avait réuni 150 citoyens qui ont contribué à l'écriture d'un projet de loi avec le gouvernement. Il est notamment prévu différentes mesures qui contribuent à rendre la filière du bâtiment plus durable, la construction plus durable. Un premier point, c'est qu'on souhaite d'abord que la commande publique, c'est-à-dire en gros toutes les commandes de BTP qui sont passées via les ministères, via les collectivités territoriales, soient exemplaires et en particulier comprennent dans un horizon assez court, 2025 ou 2027, mon souvenir, une part minimum de matériaux biosourcés. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est une réglementation très récente qui date de 2020 et qui permet justement d'encourager l'éco-conception des produits et qui amène toute la filière du BTP vers des modes de production plus durables. Et vous savez que plus généralement, il y a aussi toute une réflexion qui est propre à la filière, notamment pour voir comment on peut essayer de se départir du tout béton et de revenir notamment à des constructions en bois. L'État fait de gros efforts parce que les normes techniques sur notamment les grands immeubles construits à partir de bois étaient très défavorables, alors qu'en fait, on a démontré que c'était des structures qui étaient très solides. Et donc, on a beaucoup assoupli ces réglementations-là pour justement dynamiser des solutions qui soient peut-être plus écologiques pour l'avenir.
Merci beaucoup. Je suis très conscient qu'on a déjà dépassé les 19 heures que j'avais promis de vous libérer. Donc, on a encore des questions, mais on va les garder peut-être pour une autre fois. Il me laisse qu'à vous remercier encore une fois, Monsieur Sartou, Monsieur Hugues Delarose et bien sûr, Ministre Grégoire. On est très prenant de l'offre de la ministre de partager avec nous et nos membres les résultats du rapport de France Stratégie sur l'impact de la loi Pacte une fois que ça soit disponible. Et puis, à très bientôt et peut-être à une autre fois. Merci encore et à très bientôt à nos membres qui restent. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.